Chouette, chapitre 3. L'agent de l'INCO se protégea les yeux contre l'éclat lumineux de midi. « Vous avez mis le temps, lui dit le frisé, le chef de chantier. 4 voitures se sont carambolées au nord de la ville, expliqua l'agent de police. Il y a eu des blessés. Le frisé souffla. Bof, de toute façon, vous pouvez voir ce qu'ils ont fait. À nouveau, les intrus avaient retiré méthodiquement tous les jalons et rebouché les trous. Même s'ils n'avaient pas inventé la poudre, l'agent de l'INCO commençait à se douter que ce n'était pas l'œuvre de jeunes farceurs frappant au hasard. Peut-être quelqu'un avait-il une dent contre Maman Paula et ses célèbres crêpes. Cette fois, vous aurez du vrai vandalisme à signaler, fit le frisé d'un ton plein de sous-entendus. Cette fois, ils ont esquinté des biens privés. Il mena l'agent de l'INCO dans la partie sud-ouest du site où était garé un pick-up à plateau. Les 4 pneus étaient à plat. Le frisé leva les mains en disant « Pouvez y aller !» Chaque pneu vaut 150 $. Que s'est-il passé ? Demanda le policier. On a tailladé les flancs. D'indignation, le frisé hochait son crâne luisant. L'agent de l'INCO s'agenouilla et inspecta les pneus du camion. Il ne décela aucune marque de coup de couteau dans le caoutchouc. « Je crois qu'on les a simplement dégonflés, dit-il. » Le frisé marmonna une réponse difficile à comprendre. « Je vais faire un rapport quand même, promit le policier. »« Et vous diriez quoi ? De faire plus de rondes dans le coin, dit le frisé. J'en parlerai à mon sergent. C'est ça, grogna le frisé. Moi aussi, il y a des gens à qui je peux en parler. Ça devient ridicule. Oui, monsieur. L'agent de l'INCO remarqua que 3 latrines portatives étaient sanglées à l'arrière du pick-up. Il se surprit à sourire en lisant le nom peint sur les portes bleues. WC voyageur. C'est pour l'équipe du chantier, expliqua le frisé. Quand il démarrera, s'il démarre un jour. Vous avez jeté un œil là-dedans demanda le policier. Le frisé tiqua. Dans les chiottes ? Pourquoi faire ? On ne sait jamais. Il n'y a qu'un imbécile qui irait perdre son temps avec des cabinets, ricana le contremaître. Je peux aller vérifier demanda l'agent de l'INCO. Après vous. Le policier grimpa sur la plateforme du pick-up. De l'extérieur, on semblait ne pas avoir touché aux latrines ambulantes. Les courroies de transport étaient sanglées serrées et les portes des 3 cabines closes. L'agent de l'INCO en ouvrit une et passa la tête à l'intérieur. Elle empestait le désinfectant. « Alors ?» lui cria le frisé. « Super clean », répondit le policier. « C'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose à esquinter dans des chiottes portatives, je suppose. » L'agent de l'INCO allait refermer la porte quand il entendit un son étouffé. Était-ce un plouf ? Le policier fixait, mal à l'aise, l'obscurité sous le siège plastique. Au bout de 10 secondes, il réentendit le bruit. Aucun doute, un plouf. « Qu'est-ce que vous fabriquez là-haut » demanda le frisé. « J'écoute » répliqua l'agent de l'INCO. « Vous écoutez quoi » L'agent de l'INCO dégrafa sa torche électrique de sa ceinture. S'avançant petit à petit, il orienta le faisceau dans le trou. Le frisé l'entendit pousser une exclamation et le vit avec surprise surgir des latrines, puis sauter de la plateforme tel un coureur de haie olympique. « Quoi encore » songea le contremaître, d'avance désabusé. L'agent de l'INCO se releva en défroissant son uniforme. Il récupéra sa torche et vérifia si l'ampoule n'était pas cassée. Le frisé lui tendit sa casquette qui avait atterri près d'un terrier de chouette. « Bon, dites-moi tout, » dit le chef de chantier. Le policier acquiesça, l'air sinistre. « Des alligators, » annonça-t-il. « Vous me faites marcher. »« J'aimerais bien, » dit l'agent de l'INCO. « On a mis des alligators dans vos cabinets, monsieur, des alligators vivants. »« Des ? Pas un ? Oui, monsieur. » Le frisé était estomaqué. « Et ils sont gros ?» L'agent de l'INCO haussa les épaules, montrant de la tête les WC voyageurs. « J'imagine qu'ils ont tous l'air gros, fit-il, quand il vous nagera des fesses. » Miss Hennepin avait prévenu la mère de Roy, aussi dut-il répéter son histoire quand il revint du collège, et encore une fois à son père quand ce dernier rentra du travail. « Et pourquoi ce jeune homme t'étranglait-il ? Tu l'as provoqué, hein ?» demanda Mr. Eberhardt. « D'après Roy, il s'attaque à tout le monde, fit Mrs. Eberhardt. Mais, même dans ce cas de figure, se bagarrer n'est jamais la bonne solution. »« C'était pas une bagarre, insista Roy. Je lui ai filé un marron pour qu'il me lâche, c'est tout. Puis je me suis sauvé du bus en courant. »« Et c'est alors que cette balle de golf t'a frappé ?» demanda son père qui grimaça à cette idée. « Il a couru très très longtemps, » dit sa mère. Roy soupira.
J'avais peur. Il n'aimait pas mentir à ses parents, mais il était trop crevé pour leur expliquer la vraie raison qui l'avait fait courir aussi loin. Mr. Eberhardt regarda l'échymose que son fils avait au-dessus de l'oreille. « Tu as reçu un mauvais coup. Peut-être que le docteur Schulman devrait y jeter un œil. »« Mais non, papa, je vais bien. » Les gens du SAMU l'avaient examiné sur le parcours de golf et l'infirmière du collège, à Trace Middle, lui avait consacré 3 quarts d'heure d'observation pour déceler des signes éventuels de traumatisme. « Il a l'air d'aller bien, » tomba d'accord la mère de Roy. L'autre jeune homme, en revanche, a le nez cassé. « Ah ?» fit Mr. Eberhardt en haussant le sourcil. À la grande surprise de Roy, son père ne parut pas en colère. Et sans vraiment regarder Roy d'un air réjoui, on lisait, à ne pas s'y tromper, de l'affection, peut-être même de la fierté dans son œil. Roy se dit que c'était le bon moment pour replaider l'indulgence en sa faveur. « Il m'étranglait, papa. Qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? Qu'est-ce que tu aurais fait, toi, à ma place ?» Il baissa son col pour exposer les traces de doigts bleuâtres sur son cou. Le visage de Mr. Eberhardt s'assombrit. « Lise, tu as vu ça ?» demanda-t-il à la mère de Roy, qui acquiesça avec nervosité. « Est-ce qu'on sait à l'école ce que cette brute a fait à notre fils ?»« La sous-directrice le sait, » intervint Roy. « Je le lui ai montré. Et qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle m'a interdit de bus pendant 15 jours. Et en plus, je dois rédiger des excuses. Et l'autre garçon, on ne l'a pas sanctionné lui aussi ? Je ne sais pas, papa. » « Parce que c'est une agression, fit Mr. Eberhardt. On ne peut pas étrangler autrui, c'est contre la loi. Tu veux dire qu'on pourrait l'arrêter ? » Roy n'avait pas envie qu'on jette Dana Matterson en prison, parce qu'alors les copains vicieux et également costauds de Dana pourraient s'en prendre à lui. Étant nouveau, Roy n'avait pas besoin de se faire ce genre d'ennemi. « Roy, mon chéri, dit sa mère, on ne l'arrêtera pas, mais il a besoin d'une bonne leçon. Il pourrait blesser gravement quelqu'un à force d'embêter plus faible que lui comme il le fait. » Mr. Eberhardt s'avança sur sa chaise avec une vive attention. « Comment s'appelle ce garçon ?» Roy hésita. Il ne savait pas exactement ce que faisait son père pour gagner sa vie, mais il se doutait que ça avait quelque chose à voir avec le maintien de l'ordre. De temps à autre, en parlant à sa femme, Mr. Eberhardt faisait allusion à son travail pour le MDLJ, ce que Roy avait déchiffré en ministère de la Justice des États-Unis. Roy avait beau ne pas aimer beaucoup Dana Matterson, il ne le jugeait pas digne d'attirer l'attention du gouvernement. Dana n'était rien qu'une brute épaisse, le monde en était plein. « Dis-le-moi, Roy, s'il te plaît, » le pressa son père. « Matterson, c'est le nom de ce garçon, » révéla Mrs. Eberhardt. « Dana Matterson. » Roy fut d'abord soulagé de voir que son père ne l'inscrivait pas et espéra que ça signifiait qu'il s'en tiendrait là. Puis Roy se rappela que son père jouissait d'une mémoire phénoménale. Par exemple, il pouvait encore réciter la moyenne à la frappe de l'ensemble des titulaires des New York Yankees de 1978. « Lise, il faut que tu appelles l'école demain, » dit Mr. Eberhardt à sa femme, « et que tu saches si ce garçon aura une sanction, et laquelle, pour avoir agressé Roy. Je téléphonerai à la première heure, promit Mrs. Eberhardt. Roy gémit intérieurement. C'était de sa faute si ses parents réagissaient aussi fortement. Il n'aurait jamais dû leur montrer les marques sur son cou. « Maman, papa, ça va aller, je vous le jure. On ne peut pas laisser tomber tout ça ?»« Hors de question, » dit fermement son père. « Ton père a raison, » dit la mère de Roy. « C'est une affaire grave. Viens à la cuisine maintenant, que je te mette de la glace sur ta bosse. Après, tu feras cette lettre d'excuse. » Sur l'un des murs de la chambre de Roy, l'affiche d'un rodéo de Livingstone montrait un cow-boy chevauchant un taureau enragé qui faisait le gros dos. Le cow-boy levait un bras haut dans les airs et son chapeau s'envolait de sa tête. Chaque soir, avant d'éteindre, Roy, couché sur son oreiller, contemplait cette affiche, s'imaginant qu'il était le jeune cow-boy musclé du dessin. 8 à 9 secondes sont une éternité sur le dos d'un taureau furieux, mais Roy se figurait cramponné si fort que l'animal ne pouvait se débarrasser de lui quoi qu'il fasse. Les secondes s'égrenaient jusqu'à ce que le taureau finisse par tomber sur les rotules d'épuisement. Alors, Roy descendait calmement de son dos, saluant du bras la foule en délire. C'est comme ça qu'il se jouait la scène dans sa tête. Peut-être qu'un jour, songeait Roy plein d'espoir, son père serait à nouveau muté au Montana,
Alors il pourrait apprendre à rôder comme un cow-boy. Sur le même mur de sa chambre, il y avait le prospectus jaune qu'on tendait aux visiteurs motorisés du parc national de Yellowstone. On lisait en grosses lettres sur ce prospectus: attention, de nombreux visiteurs ont été blessés à mort par des bisons. Un bison peut peser jusqu'à 1 tonne et courir à une vitesse de 50 km/h, soit 3 fois plus vite que vous. Ces animaux peuvent vous sembler apprivoisés, mais ils sont sauvages, imprévisibles et dangereux. N'approchez pas des bisons. Au bas du prospectus figurait un dessin représentant un touriste projeté sur les cornes d'un bison fou de rage. L'appareil photo du touriste voltigeait d'un côté et sa casquette de l'autre, tout comme le chapeau du cow-boy sur l'affiche de rodéo. Roy avait gardé le prospectus de Yellowstone parce qu'il était stupéfait qu'on soit assez débile pour aller se planter tranquillement sous le nez d'un bison et lui tirer le portrait. Pourtant, ça arrivait tous les étés, et chaque été, un taré de touristes se faisait encorner. C'était exactement le genre de truc idiot dont était capable un Dana Matterson, se disait Roy en réfléchissant à sa lettre d'excuse. Il pouvait facilement se représenter cette grosse tache essayant de sauter sur l'échine d'un bison comme sur un cheval de bois. Roy prit une feuille quadrillée de son classeur d'anglais et écrivit: « Chère Dana, je m'excuse de t'avoir pété le nez. J'espère qu'il saigne plus. Je te promets de pas te recogner dessus tant que tu ne chercheras plus dans le bus. Je pense que c'est un bon arrangement. Bien à toi, Roy Eberhardt. » Il descendit avec la feuille et la montra à sa mère qui tiqua un peu. « Mon chéri, ça me semble un peu trop... musclé. » « Que veux-tu dire, maman ? » « C'est pas tant le contenu de la lettre que son ton. » Elle l'attendit au père de Roy qui, après l'avoir lu, « Je trouve que le ton est tout à fait juste, mais tu devrais vérifier l'orthographe d'arrangement dans le dictionnaire. » Le capitaine de police s'affala sur son bureau. Il n'avait pas prévu de finir sa carrière comme ça. Après 22 hivers à arpenter les rues de Boston, il était venu en Floride dans l'espoir de passer 5 à 6 années tranquilles, au chaud, avant sa retraite. Coconut Cove, au nom, lui avait paru le lieu idéal. Mais la ville ne s'était pas révélée la petite bourgade assoupie que le capitaine avait imaginée. L'endroit se développait comme du chien dent, trop de circulation, beaucoup trop de touristes et même de criminalité. Et oui, certes, pas aussi répugnante que celle d'une grande ville, mais bien givrée, très floridienne. « Combien ? » demanda-t-il au sergent. Ce dernier regarda l'agent de l'INCO qui répondit: 6 au total. 2 par cuvette ? Oui, chef. Gros comment ? Le plus grand mesurait 1,20 m tout rond. Le plus petit, 75 cm, répliqua l'agent de l'INCO, lisant son rapport d'un ton neutre. De vrais alligators, dit le capitaine. Oui, chef. Le sergent de l'agent de l'INCO prit la parole. Ils n'y sont plus, capitaine. Ne vous en faites pas. Un coach de serpents est venu et les a sortis des chiottes. Il ajouta en pouffant. Le plus petit a failli bouffer le pouce du gars. C'est quoi un coach de serpents ? Bof, laissez tomber. Que vous le croyez ou pas, on l'a trouvé dans les pages jaunes. Tout s'explique, murmura le capitaine. En temps normal, un policier de son grade ne se serait pas occupé d'une affaire aussi idiote, mais le groupe qui construisait la crêperie en franchise avait du poids auprès de certains politiques locaux. L'une des huiles de Maman Paula avait appelé Grandy, le conseiller municipal, qui avait aussitôt remonté les bretelles au chef de la police, qui avait rapidement refilé le bébé à son subordonné, le capitaine, qui avait prestement fait venir le sergent, qui avait aussitôt convoqué l'agent de l'INCO, le dernier maillon de la chaîne. « Bon sang, qu'est-ce qui se passe là-bas » demanda le capitaine. « Pourquoi des gosses iraient choisir de vandaliser ce chantier ?»« Pour 2 raisons, répondit le sergent. L'ennui et la commodité. Je vous parie 5 $ que ce sont des jeunes du quartier. » Le capitaine se tourna vers l'agent de l'INCO. « Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça me paraît trop bien organisé pour que ce soit des gosses. Arracher tous les piquets, et pas qu'une fois, mais 2. Réfléchissez à ce qui est arrivé aujourd'hui. Vous en connaissez beaucoup, des gamins qui savent manipuler un alligator d'1,20 m. Ça me semble terriblement risqué pour une simple blague, fit l'agent de l'INCO. De l'INCO n'a rien de Sherlock Holmes, se dit le capitaine, mais là, il a marqué un point. Eh bien, alors, écoutons votre théorie, dit-il à l'agent de terrain.
Oui, chef. Voilà ce que je pense, fit l'agent de l'INCO. Je crois que quelqu'un a une dent contre maman Paula. Je pense que c'est une sorte de vengeance. De vengeance répéta le capitaine, quelque peu sceptique. Oui, fit l'agent de l'INCO. D'une chaîne de crêperie concurrente, peut-être. Le sergent, mal à l'aise, s'agita sur sa chaise. Il n'y a pas d'autre établissement du même genre à Coconut Cove. Ok, fit l'agent de l'INCO, en se frottant le menton. Alors, pourquoi pas un client mécontent? Quelqu'un qui y aurait fait, une fois, un mauvais petit déjeuner dans un maman Paula. Le sergent s'esclaffa. Comment peut-on rater une galette? Je suis d'accord, fit le capitaine, qui en avait assez entendu. Sergent, je veux que vous envoyiez une voiture radio sur le chantier toutes les heures. Oui, chef. Soit vous pincez ces vandales, soit vous les mettez en fuite. Ça m'est égal tant que le chef ne reçoit plus de coup de fil du conseiller Bruce Grundy. C'est clair? À peine sorti du bureau du capitaine, l'agent de l'INCO demanda à son sergent s'il pourrait assurer la ronde matinale de maman Paula. Pas question, David. Il n'y a plus de budget pour les heures sup. Oh, mais je ne réclame pas d'heures sup, répondit le policier. Il voulait simplement éclaircir le mystère.